Bonsoir Monsieur de Kochko. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons aborder les sanctions russes, en particulier à travers les Les sanctions dernières sanctions. anti-russes, vous voulez dire. Oui, pardon, les sanctions anti-russes, en effet. Ces sanctions qui ont été décidées par le Congrès et que, soi-disant, Donald Trump a signé à contre-cœur. Elles ont cette particularité d'être l'expression de l'extraterritorialité de la justice américaine et avec pour objectif visiblement de déclencher une guerre commerciale qui empêcherait les pays d'Europe de se fournir en gaz économiquement rentable venu de Russie pour être remplacé par un gaz de schiste dont on ne connaît pas la toxicité et par contre on connaît le prix exorbitant à la production et donc à la vente. Et c'est donc une tentative finalement qui évidemment nuit à la Russie, puisqu'elle aura des difficultés à vendre son gaz en Europe, mais surtout à l'Union européenne qui va devoir payer, je dirais, une facture beaucoup plus salée pour avoir le même type d'énergie. Alors voilà, je vous laisse la parole, vous allez développer un petit peu le sens et la gravité en fait de ces sanctions. Alors, le même type d'énergie, pour continuer votre phrase, le même type d'énergie qu'elle ne s'autorise pas à produire chez elle. Oui. En France, nous ne cherchons pas de gaz de schiste. Alors que peut-être que ça nous nuit économiquement, soit dit en passant. Alors je ne dis pas qu'il faut aller fracturer les roches en France et qu'il faut polluer les sources d'eau en France pour chercher du gaz de schiste. Mais nos amis écologistes qui nous expliquent que c'est très mal le gaz de schiste et qu'on bousille avec ça des tas de foyers, ce qui est vrai. Regardez un peu les familles américaines qui n'ont plus d'eau courante chez elles, buvable. Eh bien, on va acheter leur gaz parce que c'est les Américains et par haine des Russes. Ouais. On en arrive où? C'est ça le problème de la russophobie pour nous. C'est pas parce qu'il faudrait qu'on aime les Russes ou qu'on aime ceci ou cela. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est les conséquences pour notre société, pour notre comportement, pour notre morale, pour notre choix de vie, pour finalement nos choix écologiques et d'environnement aussi. Et au nom de la haine du Russe, on arrive à faire le contraire de ce pourquoi on est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dangereux, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Bon voilà, alors maintenant, oui, ces sanctions, bien évidemment, elles tapent à la fois contre l'Europe occidentale et contre l'Europe orientale, je dirais, parce que l'Europe, c'est avec la Russie, c'est avec l'Ukraine, c'est avec la Biélorussie, c'est avec la Russie. Et dans l'histoire de l'Europe, la Russie tient une place importante. Et c'est sur quoi, d'ailleurs, les Américains tapent. Quand je parle des Américains, évidemment, ce n'est pas la majorité du peuple américain, mais c'est en tout cas cet establishment américain qui est fondamentalement pro-empire, qui est persuadé qu'il est le meilleur du monde, qu'il a toujours raison, que tout ce qui émane de chez lui est bon. Alors, la propagande hollywoodienne aidant, le manque de culture aidant, la masse est malheureusement totalement acquise à cette façon de réfléchir. Et évidemment, tout ça soutenu par un amas considérable d'ignorance. Et, il faut bien dire, d'indifférence totale au reste du monde. On peut leur raconter n'importe quoi. Ça, c'est au niveau de la population. Mais au niveau des élites, entre guillemets, la politique est claire. C'est une politique d'empire qui se veut être l'héritière de l'empire de Rome. Et de ce point de vue-là, ne plus étudier Rome et Carthage, d'ailleurs, par exemple, eh bien, c'est criminel dans nos écoles. Parce que eux, ils s'y réfèrent. Et puis l'Empire britannique. Oui. Notamment, ça explique la volonté de domination des mers, qui est expliquée par les géopoliticiens américains, qui expliquent pourquoi ils nous ont empêchés, par exemple, de vendre les Mistral à la Russie. Ce qui a été une grosse bêtise de la part de la France, et ce qui nous a coûté 1 milliard. Et peut-être même plus, parce que je ne sais pas si les Saoudiens
on finit par payer les Mistral qu'on a livrés à l'Égypte. Je ne sais pas non plus. Alors ces sanctions-là, oui, elles sont beaucoup plus fortes que les précédentes. Et alors elles sont d'autant plus étonnantes qu'il ne s'est rien passé de spécial. Au niveau territorial, au niveau géopolitique, au niveau événement, si ce n'est la lutte interne des États-Unis, aux États-Unis, contre Trump, où on a joué au ping-pong politique en se servant comme balle ou comme bouc émissaire des Russes, qui y sont pour rien. C'est absurde d'accuser les Russes de cette mêlée des élections américaines. C'est une idiotie totale. On sait parfaitement qu'il ne peut pas y avoir un Russe derrière chaque électeur américain pour l'obliger à voter Trump, qui plus est Trump. Il y a en plus des spécialistes américains qui disent que les Russes auraient sans doute préféré Clinton parce qu'au moins ils savaient à quoi s'en tenir avec elle. Moi je ne suis pas sûr, mais enfin, c'est peut-être ça. Après tout, on n'en sait rien. Enfin, le fait est que les Russes là-dedans, je ne suis pas bien persuadé, même si l'opinion russe préférait effectivement que ce soit Trump qui gagne. Mais c'est jamais que l'opinion russe. Et les Américains ne le savaient même pas. Et ils s'en fichaient totalement d'ailleurs. Et ils avaient raison. Donc, alors que les politiques des États-Unis, elles visent en revanche à se mêler de la politique intérieure de tous les pays de l'ex-URSS et de l'Europe orientale. Il y a des budgets pour financer les forces d'opposition au gouvernement actuel, notamment de Russie. Le budget pour la Russie, je crois que c'est 20 millions de dollars. En Russie, il y avait 755 diplomates et pseudo-diplomates et services de plus que de diplomates russes aux États-Unis. On va y revenir. Donc, ils annoncent les sanctions. Le Congrès américain vote les sanctions à une très forte majorité. Oui, énorme. Quelquefois, on dit même qu'un oligarque ou un ex-oligarque comme Khodorkovsky, qui a eu quelques ennuis avec la justice russe et qui risque d'en avoir encore, là il est quand même poursuivi pour un meurtre, aurait même soudoyé quelques députés, quelques congressistes américains. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Le fait est que Khodorkovsky avait déjà soudoyé des députés russes quand il était en Russie. Donc il a l'expérience de ce genre de manipulation politique. Ce qui m'a étonné, moi, c'est la réaction russe à l'annonce des sanctions américaines, qui sont quand même des sanctions très fortes. Vous l'avez dit, ça s'appuie sur l'extraterritorialité, ça vise carrément une des raisons de la grande campagne anti-russe qui a été entamée par les États-Unis depuis, je dirais, la fameuse affaire Magnitsky. C'est les premières sanctions, c'était l'affaire Magnitsky. Il manque de peau. Très récemment, il y a un cinéaste, qui est un cinéaste d'opposition à Poutine, mais alors, opposant, qui a voulu faire un film sur l'affaire Magnitsky, puis en faisant le film, c'est un gars honnête. Il s'est aperçu que c'était une supercherie totale, mais totale. Et qu'en fait, il n'y avait rien de ce qu'on racontait qui était vrai. Et il l'a dit dans son film. Résultat des courses, Arte interdit le film, et on ne le projette pas non plus au Parlement européen, où il était prévu de le projeter lorsqu'il racontait les choses comme il fallait, contre la Russie. L'affaire Magnitsky a été le premier train de sanctions anti-russes. On peut dire que c'est la première provocation et qu'il y avait donc une volonté américaine de faire une campagne contre la Russie. Et dans le train actuel, le wagon actuel, ou les wagons actuels, on voit qu'un des buts politique, géopolitique bien sûr, mais un des buts est aussi un but économique. C'est celui d'obtenir, de siphonner de l'argent de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est quelqu'un de solvable au niveau du monde. Or, les déficits américains sont très importants. Ouais, et ça, il s'aggrave. Hein, il faut les combler. Et pomper l'Europe, c'est une des solutions. Il y a des Américains qui en parlaient déjà il y a quelques années. On disait que c'est du complotisme. On ne disait pas attention. La mesure d'aujourd'hui montre
qu'ils veulent empêcher l'Union européenne de recevoir du gaz russe plus proche, plus facilement extractable évidemment, et moins cher, Bah oui. pour leur vendre à l'Union européenne, à nous, leur gaz de schiste et peut-être le gaz qu'ils arriveraient à contrôler, le gaz russe, qu'ils arriveraient à contrôler en mettant la main sur des installations en Ukraine qui sont actuellement obsolètes et mais qui actuellement sont celles qui permettent de faire passer le gaz sur l'Europe occidentale, malgré les aléas des différentes crises ukrainiennes et des différents changements idéologiques dans ce pays. Et alors donc, et évidemment, les menaces économiques, c'est-à-dire de sanctionner, entre guillemets, toujours sanctionner, c'est quoi les maîtres d'école ces gens-là, Ouais. de sanctionner les entreprises, les banques qui prêteraient de l'argent, qui investiraient pour des projets énergétiques, notamment, évidemment, le fameux Nord Stream, le courant du Nord, le deuxième Nord Stream, oui. Qui passerait de la Russie à l'Allemagne directement par les fonds marins, oui, sans gêner personne, et d'une manière très sûre au niveau de l'approvisionnement pour les Européens. Alors, on peut se demander, et les sanctions financières, on y croit, parce qu'ils ont déjà racketté la BNP, par exemple, oui, pour des choses que la BNP a faites simplement parce qu'elle a payé en dollars, en ayant des échanges avec Cuba, l'Iran, je crois la Somalie, enfin, je ne me souviens plus, la troisième, qui n'était pas du tout déclarée en sanction par la France, ni par l'Union européenne du reste, mais par les États-Unis. Et les États-Unis ont considéré qu'ils pouvaient se permettre de piquer ça à la BNP. Vous savez combien ça nous aurait fait de chômeurs en moins? 9 milliards de dollars. Oui, c'est clair. On s'est fait racketter et Hollande n'a rien dit. Et les autres dirigeants européens n'ont rien dit. Mais le pauvre De Gaulle, qu'est-ce qu'il doit penser dans sa tombe? Alors, justement, l'Iran en particulier a anticipé cette attitude américaine qui consiste à utiliser le dollar US comme justificatif à des sanctions. Et l'Iran a décidé de commercer avec la Russie en rouble et avec la Chine en renminbi. Donc ça veut dire que, en fait, cette intrusion scandaleuse dans les affaires intérieures des États souverains, sous prétexte de dollars US, d'utilisation de dollars US, va faire en sorte que petit à petit, un nombre de plus en plus grand d'États, pour échapper à ces sanctions, vont utiliser des devises différentes de celles du dollar US. Ce qui explique peut-être d'ailleurs actuellement la remontée de l'euro qui est plus due en fait à la baisse du dollar US, tout simplement. On le voit d'ailleurs au prix de l'once d'or qui recommence à grimper assez sensiblement. Donc on a les éléments, je dirais, financiers qui prouvent que la situation aux États-Unis est en train de se dégrader sur le plan financier en tout cas. Et qui fait que beaucoup de pays vont abandonner de plus en plus souvent, ou même totalement, le dollar US comme monnaie d'échange. On n'y est pas. On n'y est pas. Ils dominent le monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils impriment les dollars comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec. Le problème, c'est qu'ils ont un déficit vraiment très élevé et qu'effectivement, ceux qui détiennent notamment leurs dettes, c'est-à-dire les bons du Trésor américain, et notamment la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie, et la Russie, sont dans une situation très paradoxale, et que là, on est dans une situation où je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et que, d'un certain point de vue, personne ne veut non plus ruiner le dollar, ou en tout cas, ils le font petit à petit, parce qu'effectivement, les Chinois et les Russes achètent de l'or. Donc oui, ils doivent avoir derrière la tête des idées de vouloir pouvoir se passer du dollar. C'est sans doute indispensable pour eux s'ils veulent rester plus ou moins indépendants. Mais c'est pas joué, c'est pas gagné, loin de là. Et pour ce qui est de l'or, il faudrait demander à Strauss-Kahn ce qu'il en pense de l'or américain. C'est intéressant un jour. Bon, enfin,
En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé sur cette histoire des sanctions, cette fois-ci, c'est la réaction russe. Parce que j'ai trouvé qu'elle était subtile, mais qu'elle relevait typiquement d'une tactique du faible au fort. Et la façon dont elle a été annoncée, cette réponse russe aux sanctions américaines renforcées contre la Russie, et par ricochet donc contre nous, contre l'Union européenne, a eu de quoi surprendre. D'abord parce qu'elle est intervenue avant même que le président Donald Trump ne l'ait validée. Même si ça ne faisait pas de doute. Parce que Trump s'est désormais placé, il faut bien le dire, lui-même hors jeu en matière de relations internationales des États-Unis. Et comme malheureusement, moi je l'avais prévu, et comme on l'avait d'ailleurs écrit sur le site stoprussophonie.info. Il n'empêche qu'en matière diplomatique, la forme en général a son importance. Et que les Russes, ils font assez attention à ce genre de choses, justement. En plus, on peut se dire politiquement, s'il s'agissait réellement de prendre des mesures contre les nouvelles lois russophobes, en cours de ratification, puisque Trump ne les avait pas encore signées, il aurait mieux valu sans doute ne pas contrarier le président de la partie adverse. Et si on suppose, évidemment, qu'il lui reste une once de pouvoir dans ce domaine. D'autant plus qu'il n'y a eu aucun nouveau développement en dehors de la campagne aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure. Alors, bon, on pouvait se douter que Trump allait être obligé de se livrer à cette véritable euthanasie politique, en fait. Là, il s'est tué. Il ne peut plus rien faire en matière de politique extérieure sans l'autorisation du Congrès, qui va tout faire pour le saboter de toutes les façons, donc il ne pourra rien faire. Mais donc, voilà, les Russes font d'habitude un peu attention à ce genre de trucs. Ils sont assez formalistes dans leur démarche. Donc moi, je chercherai ailleurs. Oui. Alors, est-ce que ça pourrait pas venir finalement de cette volonté de faire du chantage de la part des diplomates américains sur les bâtiments russes aux États-Unis? J'y viens. Alors, justement, sur les sanctions, par exemple, là, sur le fait que les Russes l'aient annoncé, bon, il n'y a rien d'étonnant, parce que les médias occidentaux, ils aient présenté les décisions presque uniquement, parce que du côté russe, en quoi ça a consisté? Les contre-sanctions, ce qui nous a été présenté comme tel, notamment par la presse occidentale, mais pas seulement par la presse occidentale. C'est là que je m'étonne. Les Russes égalisent le nombre de diplomates en Russie et aux États-Unis. On peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait avant. Et puis, ils gèlent, ils ne disent pas qu'ils confisquent, ils gèlent une villa, une dacha, comme on dit, et un entrepôt, dont se servaient les diplomates américains, dans un endroit fort agréable d'ailleurs, dans Moscou. Hein. Et des lieux de stockage. C'est tout. Ah oui. Et en plus, ils leur donnent un mois. Alors que les Américains avaient été beaucoup plus cruels, mais j'y reviendrai. Donc, que les médias occidentaux présentent les décisions presque uniquement comme une réduction de 755 personnes du personnel diplomatique américain à Moscou, en oubliant de préciser, bon, quelquefois ils l'ont quand même fait, faut le reconnaître, mais que la mesure russe exige seulement un équilibre de la présence diplomatique des deux pays à 455 personnes de chaque côté, on peut se demander d'abord légitimement comment il se fait que les Américains avaient besoin de 755 personnes à statut diplomatique ou assimilé de plus que les Russes aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Alors que ce sont les Russes qui sont accusés à longueur de médias US de pseudo-ingérence dans les affaires américaines. De plus, bien sûr, nos médias oublient de rappeler que lorsque l'administration Obama a expulsé 35 diplomates russes en décembre dernier, et s'est emparé de 2 villas diplomatiques, qui sont pourtant propriété de la Russie, et ne leur a donné que 72 heures pour partir. C'était en plein dans les fêtes de fin d'année, et il n'y avait même pas d'avion pour Moscou le jour où il devait partir.
Du côté russe, alors du coup, d'ailleurs, le MID, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères russe, il a envoyé un avion pour les prendre, pour pas qu'ils se retrouvent à risquer d'être expulsés et bannis des États-Unis pour 10 ans. D'accord. Ils ont envoyé un avion. Vous savez ce que ça a donné au niveau de la propagande américaine? Ces salopards de Ruskov, ils envoient un avion, ça leur coûte tant, alors qu'il ferait mieux de nourrir leur population qui crève de faim. Ouais, voilà. Ils ont toujours quelque chose à dire. Et voilà. Ni une ni deux. Bref, c'est eux qui ont donc fixé ça au jour où il n'y avait pas d'avion. Donc ça a été oublié, évidemment, dans notre presse à nous. On n'en a pas dit. Cette fois-ci, là, du côté russe, les sanctions, ils ont un mois pour repartir, les diplomates et les pseudo-diplomates. Parce qu'on peut penser qu'il y en a beaucoup de pseudo, quand même, américains à Moscou. Et en plus, il y a une seule villa qui est neutralisée, ce qui va quand même leur permettre de prendre les mesures. Et puis, d'autre part, on leur dit la villa sera restituée dès que les 2 villas aux États-Unis seront restituées. Oui. Parce qu'à l'époque, enfin, quand les Américains ont décidé les sanctions, la restitution des 2 bâtiments russes aux États-Unis était conditionnée par un échange. L'échange n'était pas précisé, une contrepartie plutôt, et cette contrepartie, la nature n'était pas précisée. Voilà. Et Lavrov s'est quand même fendu d'une déclaration très énergique en disant que c'était du vol, tout simplement. C'était du vol. Mais ça l'était. Parce qu'en plus, ils l'ont acheté, cette villa. Hein. Mais enfin, là où ça devient plus étonnant, justement, c'est que les médias russes et quelques communiqués officiels, alors, pas complètement tous, hein, laissent entendre que ces mesures, somme toute, qui sont très réduites par rapport à ce que veulent entreprendre les Américains contre eux, contre les Russes, et contre nous, au niveau financier, comme on l'a vu tout à l'heure, et énergétique, étaient présentées aussi comme une réponse aux sanctions qui n'ont été ratifiées par Trump que quelques jours plus tard. Alors, certains ont parlé d'un temps d'avance de la part de Poutine. En fait, à mon avis, il s'agit d'un temps de retard, qui est volontaire, certes, mais de retard quand même. Car il ne s'agit que d'une réponse aux mesures d'Obama de décembre 2016, qui étaient restées sans contre-réaction sur le moment, ceci contrairement aux usages diplomatiques, justement pour ne pas compliquer la tâche de Trump avant sa prise de fonction et pour ne pas relancer une guerre froide qui était stérile, mais qui était la règle à l'époque soviétique. C'était plutôt sage et astucieux, à mon avis, de la part des Russes, mais c'était sous-estimé, comme souvent d'ailleurs, comme les Russes le font souvent, à mon avis, le caractère Far West, sans foi ni loi, des conduites américaines, qui de toutes les façons se savent les plus forts, sont convaincus que, comme disent la gauche américaine, leurs excréments sentent meilleur. Our shit smells better. Enfin bref, comme ils le disent et comme ils l'écrivent. Hein. Et en effet, les villas n'ont pas été rendues, des inconnus sont allés les fouiller, les villas russes. Les 35 diplomates russes n'ont pas pu être remplacés parce que les visas sont refusés aux remplaçants. Toutes les rencontres diplomatiques au plus haut niveau, et je vous rappelle qu'il y a eu le G20 entre Poutine et Trump, et il y a eu Lavrov et... comment il s'appelle ? Tillerson. Hein ? Tillerson. Bref, le secrétaire d'État américain, qui se sont rencontrés plusieurs fois. Ouais. Donc tout ça n'a servi à rien. Les traités diplomatiques et les usages, dont certains remontent à la Convention de Vienne, au XIXe siècle encore, sont allègrement bafoués, ainsi que le droit international. Mais bon, ça gêne évidemment pas notre presse otanienne, alors absolument pas. Pour l'information et la conscience citoyenne, moi, je trouve que ça vaut le coup de le faire savoir quand même. La propagande russophobe, elle a pris des caractères franchement racistes aux États-Unis, et le russe a été utilisé, comme en d'autres temps, d'autres ethnies ou religions, comme bouc émissaire pour régler une querelle politique interne à l'establishment américain. Au point, la russophobie est devenue un produit de bonne audience
Alors là, il y a un témoignage qu'on donne d'un responsable de CNN sur stoprussophobie.info qui dit c'est une bonne audience, ça se vend, on a des bonnes parts de marché avec ça. Pour les médias américains, c'est devenu un produit. Le même mécanisme était dans les années 30, utilisé malheureusement par des propagandes qui ont mené l'Europe on sait où. Et cette fois, malgré la torpeur de l'été, les choses sont effectivement réellement graves. Les faucons américains de toute tendance ont pris le dessus et semblent décidés à mater la Russie qui s'est permis de résister un peu à son offensive et à sa stratégie de contrôle mondial et de morcellement du Proche-Orient et de l'Eurasie. L'inégalité du rapport de force saute aux yeux, et évidemment pour les dirigeants russes en premier lieu. D'où leur réaction asymétrique du faible au fort, comme souvent pour qui veut vraiment comprendre la conduite des dirigeants russes d'aujourd'hui. C'est-à-dire les bêtises sur menaces russes, machin, etc., des conneries. Il faut bien voir, c'est souvent une réaction du faible au fort, avec quelquefois des choses inattendues, comme par exemple l'aide aux Criméens pour se libérer des nationalistes ukrainiens, mais à part ça, c'est en général des réactions. Et c'est même la Crimée, c'est une réaction. Il faudrait rajouter aussi sur l'affaire de la Crimée que dès 2012, il y avait des concours ouverts par les Américains pour une réorganisation par la Royal Navy, pas par la Royal, pardon, par la Navy américaine, de formation pour des reprises d'écoles à Sébastopol. Vous vous rendez compte? Alors que c'était quand même un accord jusqu'en 2047, à l'époque, pour la marine russe. C'est un des trucs qu'a décidé, d'ailleurs, les Russes de mener l'opération en Crimée et d'aider les Criméens à choisir leur sort eux-mêmes. C'est que l'OTAN allait prendre Sébastopol. Et il y avait les preuves. Absolument, oui, je vais absolument dans votre sens. L'objectif de prendre le port de Sébastopol, c'était de priver la Russie de son accès aux eaux chaudes. Et c'était une théorie comme quoi le fait de priver la Russie de cet accès aux eaux chaudes réduisait en fait la Russie à une puissance moyenne. C'était oui, enfin, l'idée est là, de toute façon, dès le moment où ils ont voulu absolument réduire l'Ukraine, c'était les grandes théories de Brzezinski, mort il n'y a pas très longtemps, qui justement considérait qu'il fallait absolument couper l'Ukraine de la Russie et que là, on pouvait après découper la Russie en plusieurs petits États. Bref, il faut comprendre, voilà, la tactique du faible au fort, c'est ça qui caractérise la politique des Russes, et d'autant plus la politique de Poutine, qui est quand même, ne l'oubliez pas, un judoka et un mec qui pense en système de force de l'adversaire, quoi. Un joueur d'échecs. Alors là, pour les sanctions, avec un temps de retard qui a été dissimulé, justement par le tour de passe-passe de l'annonce médiatique d'une pseudo-réponse aux sanctions, alors que ce n'est qu'une réponse aux mesures précédentes. Alors, l'hypothèse d'une prise de contrôle, notamment par les Américains, des installations de transit ukrainiennes, de gaz complètement obsolètes, et dont la remise à niveau d'ici à 2019, puisque c'est là que se finirait le contrat entre Gazprom et les Ukrainiens, coûterait aussi cher que le fameux Nord Stream 2 que les Américains veulent empêcher de construire. Mais c'est pas à exclure. Mais à la condition, évidemment, que ce soit les Européens qui payent. Ou les Russes eux-mêmes. S'ils sont écrasés par l'intérieur, par une agitation politique, soutenue par les fameuses difficultés économiques que les États-Unis espèrent créer en Russie même, notamment avec leurs sanctions, et le travail des subventions aux fameuses forces démocratiques, entre guillemets, ou plus grave, plus probable, malheureusement,
par une guerre qui peut être déclenchée contre la Russie avec ce qu'on pourrait appeler malheureusement de la chair à canon ukrainienne. Les Kieviens viennent de recevoir des armes anti-chars Javelin et d'autres équipements létaux, n'oublions pas. Et il y a quand même pas mal de mercenaires et de sous qui ont été versés pour préparer justement cette offensive. Et il faut bien le dire, que ce soit les Européens, c'est-à-dire nous, ou que ce soit les Américains, par l'intermédiaire du FMI ou d'autres, il y en a marre de payer pour l'Ukraine, parce que c'est un puits sans fond. Et on n'en sort pas. Et politiquement, c'est la catastrophe. Économiquement aussi. Alors, on le sait. Qu'est-ce qu'on en fait? Au moins qu'ils servent à quelque chose. L'Europe va vouloir arrêter de payer, et les Américains vont vouloir se faire rembourser. Alors, ils seront remboursés notamment, par exemple, si les installations gazières leur sont données, et s'ils peuvent tordre le cou et aux Européens en leur faisant un petit chantage, et aux Russes en provoquant là-bas, notamment avec leurs 755 diplomates en rable, des incidents pour les prochaines élections de l'année prochaine. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'opération russe n'est pas idiote du tout, d'avoir viré les 750 diplomates en rable, même en leur laissant un mois, parce que pendant ce mois, ils vont mettre au point, évidemment, des solutions de remplacement, ils vont donner des sous, ils vont tout ça, ils vont mettre des remplaçants, mais bon, ça va forcément être des remplaçants beaucoup plus opportunistes, et puis j'espère ou je pense que les services secrets russes vont pouvoir surveiller ça d'un peu plus près que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, quoi. Oui, parce que... en plus, ce ne sera pas forcément du personnel diplomatique. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait très clairement expliqué que parmi les nombreux diplomates, il y avait beaucoup d'agents de la CIA qui n'étaient pas du tout là pour faire un travail de diplomatie, mais plutôt un travail de surveillance, de subversion également, puisque les ONG étrangères ont été finalement bridées en Russie. Elles ne sont pas bridées, elles sont en fait pas bridées. Il faut qu'elles se déclarent et qu'elles déclarent leurs revenus financiers de l'extérieur. Et de ce point de vue-là, elles sont appelées agents de l'étranger. Alors, agents d'une entreprise étrangère ou d'un État étranger, comme le sont par exemple des entreprises qui sont extraterritoriales, si vous voulez, et qui n'ont pas d'activité commerciale dans le pays, mais qui ont qu'une représentation en quelque sorte. Donc c'est un peu ça qui est comparable. Alors bon, ne jouons pas avec les mots. C'est évident que les Russes contrôlent ou veulent contrôler plus, ou veulent faire de la dissuasion contre la plupart de ces associations, mais qui, pour certaines, font un boulot remarquable d'ailleurs. Alors, quelquefois, malheureusement, pas toujours très patriotiques, ça c'est clair, mais d'autres qui font des choses tout à fait, qui méritent tout à fait d'être suivies. Et c'est dommage en fait qu'ils se détériorent par rapport à leur pays et par rapport à leur opinion publique, justement en se compromettant avec les buts des Américains, qui eux poursuivent leurs propres intérêts, ce qu'on peut comprendre, et c'est légitime. Mais les Russes n'ont pas à s'y prêter. Alors un truc comme Memorial, qui est une association magnifique, au niveau du recensement des victimes du goulag, etc. Mais malheureusement, ils se prêtent au jeu, et c'est très très dommage. Moi, je trouve ça très regrettable. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses, surtout en matière de relations internationales. Il ne faut pas jouer contre son pays. Et ça, malheureusement... Enfin bon, on peut dire que pour nuancer là, ce sombre tableau, on peut remarquer que les sanctions ont quelquefois permis de relancer ou de lancer certains secteurs de production en Russie. C'est le cas dans l'agriculture, la chimie, quelques hautes technologies et la défense. Un coup de fouet parfois salutaire à l'économie russe, qui avait une petite tendance à se laisser enfermer dans la malédiction de l'économie de rente pétrolière. Bon, quant aux troupes ukrainiennes, malgré la présence des mercenaires, des conseillers américains et des fanatiques en tout genre du nazisme ukrainien et européen, baltes et polonais notamment, la motivation au combat et la compétence peuvent se montrer limitées et peuvent permettre en fait aux partisans du Donbass
de faire la jonction avec d'autres couches de la population dans les régions de Kharkov et d'Odessa notamment, qui n'en peuvent plus de la chienlit actuelle, quoi. Reste la question de savoir qui payera pour réhabiliter tout ça. Surtout si la guerre provoquée par les faucons américains est très destructrice. Ouais, ouais. Le plus grave pour nous, pour les Russes, sans doute pour le monde et pour le risque de guerre évidemment, sont les conséquences sur les échanges financiers de l'application de l'extraterritorialité juridique dont vous parliez au début, imposée par les États-Unis à toutes les économies, y compris la Russie, la Chine, les pays arabes et évidemment l'Union européenne. Les trois premiers détenant en plus une grande partie de la dette américaine dont la devise leur sert de valeur refuge. C'est en agissant dans ces domaines de l'économie globalisée que les faucons américains vont tenter d'égorger la Russie et de la réduire à plusieurs États compradors, comme le révèle justement Zbigniew Brzezinski. Feu Zbigniew Brzezinski. Comment doit réagir l'Europe à une telle situation? Quels sont nos intérêts réels? Nos échanges et nos complémentarités avec la Russie sont autrement plus importants que ceux des États-Unis. Mais à quel point est-ce que nos oligarques, à nous, tout comme certains Russes aussi, sont-ils dépendants de la puissance américaine? Quelle capacité ont-ils de se libérer de l'agenda médiatique, politique, et même du genre de vie, the way of life, standard of life, à l'américaine, pour se faire un jugement autonome? La véritable réponse russe aux nouvelles sanctions de l'oncle Sam, si elle intervient, ne pourra se situer qu'au niveau financier, aux côtés de la Chine, c'est un peu ce que vous disiez, au niveau commercial avec l'Union européenne, au niveau stratégique et politique avec tous les adversaires momentanés ou permanents des États-Unis, comme la Turquie, l'Iran ou l'Amérique latine. Et enfin, au niveau militaire, en continuant son action en Syrie pour y conserver un allié et empêcher l'envoi de terroristes islamistes formés par les Occidentaux dans le Caucase et en Asie centrale. Et malheureusement en Ukraine, où devant la catastrophe économique et humaine ayant résulté du Maïdan, les donateurs, essentiellement nos impôts, via l'Union européenne, sont là de remplir un puits sans fond. Les Américains vont commencer à réclamer le paiement des armes qu'ils fournissent. Et ça va être en opération militaire contre la Russie, a priori, et sans doute en installation gazière, dont je parlais tout à l'heure. Ils feront restaurer aux Européens pour pouvoir leur vendre au prix fort le gaz russe qu'ils obligeront Moscou à fournir à bas prix, moyennant rémunération de quelques compradors, comme les oligarques du passé, qui sont toujours aux aguets. Pour la population, évidemment, ça sera une autre histoire. Parce que là, ça deviendra un statut comme le Nigeria, par exemple. Une autre défaite, comme celle des années 90. Mais cette fois, sans l'illusion qu'il y avait dans les années 90 sur le tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les époques gorbatcheviennes et yeltsiniennes. À moins que la force de l'attaque yankee puisse se retourner contre eux. C'est ça la règle dans les sports de combat japonais. Il y a un spécialiste à la tête de la Russie. Mais contre la bombe atomique, le judo, il ne peut pas grand-chose. On vient de fêter outre-Atlantique, commémorer au Japon, Hiroshima. Oui. Merci. Merci bien Dimitri de Kochko de nous avoir encore une fois éclairé sur les conséquences et puis les tenants et les aboutissants des fameuses sanctions contre la Russie par les États-Unis. C'est qu'un des aspects. Hein. Ouais. Et regardez, sur Stop Russophobie, on a fait quelques travaux là-dessus. Et malheureusement, on est très concernés cette fois-ci. Encore plus que les autres fois. En tout cas, merci de nous avoir fourni cet éclairage. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.